On commence direct le 200 000 euros Collecté. de collecter. Ok. On a lancé ça fait 2 jours. Voilà. Ouais, très bien. Donc des erreurs, j'en ai fait plein en fait, évidemment, puisque les erreurs, c'est ça qui te fait progresser. Puis j'avoue, hein, c'était ma première boîte, donc tu vois, il y a eu pas mal de... Il y a eu du patinage aussi au début, hein, mais c'est venu, on a surfé sur la vague après. À quel moment il y a eu ce déclenchement? Se commencer à m'ennuyer sur mon boulot. Ok. J'ai pas envie de relancer un truc tout seul, je l'ai Ouais. déjà fait, tu sais, lancer un truc tout seul, c'est difficile de C'est- porter tout sur tes épaules, être marketplace sur les événements outdoor, sportifs. Putain, c'est vachement intéressant. Puis il y a vraiment une petite équipe. Je pense que ça correspond à un trend qu'on voit dans la société en ce moment. Ouais. Tu vois. Le premier MVP, il a été fait en bubble. Assez rapidement, en fait, on s'est rendu compte que le MVP ne fonctionnait pas bien sur la partie catalogue. Ça a été remplacé assez rapidement. La recette, on la connaît. On sait comment aller chercher des organisateurs, on sait comment aller chercher des chronométreurs aussi, Okay. c'est une partie de notre marché. On est capable d'aller vendre cette audience-là à des marques. Tu peux pas dire hey, je fais un crowdfunding et puis voilà. Non, il faut vraiment que tu aies déjà un produit, il faut que tu aies déjà un marché, il faut que tu aies déjà des indicateurs qui vont dans le bon sens. Mais ça, c'est vrai. Est-ce que toi, ça t'arrive d'avoir des moments de doute? Alors déjà, pas être tout seul. Ok. Ça, c'est important. Sinon, tu tournes en rond. Ouais. L'expérience utilisateur, c'est un plus. C'est quelque chose qui va vraiment, ça va être le hook, tu vois. Et les gens vont dire, waouh, putain, c'est bien fait quand même, quoi. Ça, c'est cool, quoi. Maintenant, il faut quand même que derrière, tu vois, t'aies quand même des ingés qui aient bossé sur les fonctionnalités proprement dites. Tu peux avoir un truc qui est super beau, mais qui est vide derrière, bah, il va rien se passer. Donc le KPI à suivre. Bonjour. Merci François-Xavier de nous avoir rejoindre dans ce podcast-là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah avec plaisir, Abder. C'est toujours un plaisir de te voir. En tout cas, ça fait plaisir de te recevoir aussi. Ouais. Le but, en fait, c'est de parler un petit peu de ton parcours. Je sais très bien que voilà, tu as vraiment un parcours qui n'est pas négligeable dans la startup. Le but, c'est de savoir un petit peu ce que tu avais fait, partager un petit peu quelques anecdotes, en tirer parti un petit peu de ton expérience. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais nous parler de ton dernier échec? Comment tu l'as vécu? Comment tu en es sorti? Qu'est-ce que tu as appris de cet échec-là avant de te présenter? On commence direct. Ouais, direct sur l'échec. Ouais, il faut. Ouais. Non, mais c'est bien. Mais écoute, en fait, ça m'a fait... parce que j'admets pour ceux qui nous écoutent là que j'avais eu cette question-là avant que tu me la poses. Et en fait, ça me fait réfléchir un petit peu, parce que je me suis dit, en fait, quand je regarde le passé, est-ce que je peux qualifier quelque chose comme un échec, tu vois. Okay. Et en fait, le problème, c'est l'échec, je vois ça comme très définitif, hein. Je vois ça un petit peu comme un cul-de-sac, c'est-à-dire, t'as fait un échec, puis tu peux plus avancer, quoi. Alors, des échecs, j'en vois pas, puisque après, de toute façon, il y a un après échec, entre guillemets. Donc je parle plus d'erreurs, en fait. Donc des erreurs, j'en ai fait plein, en fait, évidemment, puisque les erreurs, c'est ça qui te fait progresser. Et donc je vais plutôt parler d'erreurs que d'échecs, hein. Et donc je sais pas, il y en a plein. Ça peut être simplement je sais pas, le nom de ma première boîte qui signifiait pas grand chose pour qui que ce soit. Okay. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Vulpus. Alors ça avait un sens pour moi, puisque ça veut dire renard en latin, et puis Le Loir, mon nom de famille, ça veut dire renard en breton, mais voilà, tout le monde s'en fiche, en fait, tu vois. Ça peut être ça peut être tu vois, la vente de ma dernière boîte. Est-ce que je l'ai vendu assez cher? Est-ce que je l'ai vendu bien? Au bon prix. Ouais, tu vois, au bon prix. Bon, bah voilà, il y a eu des erreurs sur des contrats que j'ai rédigés, il y a eu des erreurs, voilà. Ouais, c'est beaucoup, les gens, on parle souvent des contrats, des clauses, qu'on oublie souvent. C'est vrai. Derrière, on ne se rend pas compte, mais c'est comme ça qu'on grandit, quoi. Bah, c'est comme ça qu'à la fois suivante, tu rajoutes la bonne clause, quoi. Ouais, ou bien tu fais retirer telle clause. Ça marche très bien. Et en fait, je reviens sur le nom du Vulpus. Ouais. Comment c'est venu après que tu te dis, là, j'ai foiré quelque chose? En fait, le truc, c'est que je pense qu'une boîte, quand tu la démarres, ta première boîte, c'est vraiment quelque chose qui émane de toi. Okay. D'accord ? C'est quelque chose qui vient de toi, de ton histoire, de ton parcours, de quelque chose que toi, tu ressens.
Et c'est pour ça que moi j'ai donné, et c'est pour ça que j'ai donné le nom mon nom à la boîte. Tu vois, je me suis dit tiens, en fait, je vais vraiment personnaliser le truc. Mais en fait, une fois que tu as avancé, tu te rends compte que finalement, en fait, c'est pas toi le sujet, et le sujet c'est plus que veulent les gens, en fait. Tu vois, qu'est-ce qu'ils veulent les gens, et du coup, en fait, tu commences à construire un produit qui satisfait ce que les gens veulent, et ce que les gens que tu as commencé à côtoyer, etc., les clients potentiels, etc., veulent. Et donc, à ce moment-là, ça me semblait une évidence que de renommer ma boîte sur un nom qui pouvait parler aux gens. Tu vois, c'est le premier, il me parlait à moi-même, mais on s'en fout en fait. Tu vois, je suis qui moi ? Moi, je suis la boîte. Moi, je suis moi. La boîte, c'est la boîte. C'est vraiment une entité. C'est une personne morale. Il faut la considérer comme telle. Et puis, c'est elle elle doit parler aux clients. Pas à moi. D'accord. Et tu conseilles quoi aux gens qui veulent du coup créer leur première boîte ? C'est de se faire accompagner pour le nom, parce que c'est compliqué quoi, de trouver ce premier nom-là. C'est pas quoi mettre. Enfin, les gens, ils commencent maintenant, quand ils font du consulting, ça je le sais très bien, ils mettent leurs initiales. Initiales consulting. C'est facile. Mais quand on fait un produit, c'est très compliqué. Comment on le nomme ? Qu'est-ce qu'on dégage, etc. Maintenant, avec l'IA chez GPT, on leur donne un petit peu les valeurs, ça permet de générer des trucs. Tu te fais aider, Mais toi, tu conseilles quoi ? Honnêtement, je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose, faire un nom, je vais me répéter, mais qui parle à ceux que l'on vise, en fait. Tu vois, qui sont les clients qu'on vise ? Et il faut créer un nom qui soit dans cette optique-là. Alors, qui parle aux gens qu'on vise et qui représente en fait les valeurs que l'on a. Et ça, c'est très difficile en fait quand on est dans le truc, on est dans le produit, on est en train de coder le machin, on est en train de, tu vois, mais c'est très difficile en fait d'avoir la bonne idée. Par exemple, je vais prendre un exemple. Tu vois, là aujourd'hui, la nouvelle boîte s'appelle Miles Republic. Et initialement, elle s'appelait Pace. Et Pace, on se dit, Pace, c'est un bon nom, etc. On s'est fait un petit peu accompagner là-dessus. C'est un bon nom. Le pace, c'est le rythme, le rythme de course en anglais. Tu vois, donc pour nous, ça a du sens puisqu'on vend des events outdoor, on vend des courses, des dossards pour s'inscrire à des courses. Et donc, la course à pied, pace, pacer, ça a du sens. Maintenant, le problème de ça, c'est que même si ça parlait à certaines personnes, ça parlait pas à tous les gens qu'on voulait viser. Et du coup, c'était très précis, très pointu en fait. Il fallait avoir fait de la course à pied pour savoir ce que ça voulait dire pace. Quoi. Et en plus, donc les gens qui savaient pas, ils prononçaient ça n'importe comment. Ils prononçaient ça peace, tu vois. Enfin, ça marchait pas. On perd son intérêt en fait. Enfin, tu vois, le truc en fait, le nom, ça manque sa cible en fait. Tu vois. Donc là, du coup, on s'est fait accompagner. Parce qu'on voulait quelque chose qui soit plus rassemble, tu vois, qui pouvait rassembler plus. On voulait quelque chose qui soit plus coloré, parce que Pace, c'était très pointu, c'était jaune et noir, tu vois, les couleurs étaient très précises. Là, on voulait quelque chose de beaucoup plus communautaire. Donc, d'où Miles Republic. Tu vois, c'est la République des gens qui font des miles. Et les miles, ça peut être en vélo, ça peut être en ski, ça peut être à la course à pied, ça peut être ce que tu veux. Plein de trucs. On en reparlera de rebranding. Avec plaisir. Désolé. Qu'est-ce qu'on en tire, mais t'inquiète pas. Ok, très bien. Est-ce que du coup tu peux nous dire qui est François-Xavier Leloir ? Parle un petit peu de ton parcours. Écoute, donc c'est ça, François-Xavier Leloir, FX, pour ceux qui me connaissent bien. Ou même FX, ma mère m'appelle comme ça. C'est anglophone ça. Anglophone. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis né à Montréal, je suis né au Canada. Puis j'ai habité aux États-Unis pendant un certain temps. Et puis voilà, donc effectivement, j'ai la double culture en fait, nord-américaine et on va dire un peu européenne, française. Donc voilà, donc j'ai fait des études d'ingénieur au Canada, spécialisé en intelligence artificielle. Et ensuite, j'ai fait
j'ai fait aussi un master en recherche opérationnelle, donc c'est des mathématiques appliquées. Et d'ailleurs, j'ai eu comme prof au master un des lauréats du prix, comment il s'appelle ce prix Nobel, d'informatique entre grosses guillemets. C'est le physique, non? Ouais, non, c'est le prix. Le prix Turing, le prix Turing, c'est Yoshua Bengio qui était mon prof d'intelligence artificielle à l'époque, hein, et donc quelqu'un de vraiment vraiment inspirant. Voilà, et donc ça c'était il y a plus de 20 ans et 25 ans, donc c'était vraiment les tout débuts de l'intelligence artificielle non supervisée. Donc j'ai fait ça, ensuite j'ai travaillé pour une boîte américaine. Donc là, c'était pour les Fortune 500, hein, les Fortune 500, donc les grosses boîtes américaines, les grosses boîtes européennes aussi, puisque j'étais dans le bureau parisien, donc je travaillais à Londres et à Paris. Et puis voilà, et puis là, j'ai eu l'envie de créer ma boîte, donc j'ai créé une boîte qui était issue, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, qui était issue vraiment de moi, de mon histoire et tout ça, et j'ai fait une boîte dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Ça marche. Et à quel moment il y a eu ce déclenchement? Ce déclencheur, là. T'avais comme un poste intéressant. Ouais, j'étais... Et à un moment donné, t'as dit, là, il faut que je crée, quoi. Il y a une idée, il y a quelque chose qui est arrivé, t'as vu une opportunité? En fait, si tu veux, le besoin, il est apparu assez tôt. C'était plutôt quand je faisais mes études. Le besoin de créer, j'entends. Hein. Il est apparu quand j'étudiais, en fait. Hein. Mais je savais pas quoi. Je me disais, il faut une idée, il faut une bonne idée, il faut machin, etc. Il faut trouver quelque chose que personne n'a fait auparavant et tout ça. Et donc j'ai fait mon truc, et je pense que le déclencheur, ça a été que je commençais à m'ennuyer sur mon boulot. Et donc je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et là, j'ai commencé à travailler justement sur ce nouveau projet de boîte. Donc je pense que finalement, un des bons déclencheurs, c'est quand tu commences à t'ennuyer. Là, tu te dis, il y a quelque chose à faire. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Non, c'est très bien. Et du coup, là, tu as pensé, c'était quoi l'idée derrière, en fait, le projet? Le premier projet, c'était de me dire, tu vois, en gestion des ressources humaines, et notamment sur la formation, en fait, les gens, ils suivent des formations, mais on ne sait jamais exactement à quoi ça sert, quoi. Ils passent un bon moment, tu vois, lors de la formation, mais au final, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça apporte quelque chose pour l'entreprise qui a payé pour cette formation-là? Donc je parle des formations professionnelles surtout. Hein. Et donc voilà. Donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des moyens de mesurer cet apport d'une formation sur une personne et pour l'entreprise? Et du coup, on a travaillé sur des modèles, on a trouvé des modèles qui permettaient de mesurer ça, et puis on a mis ça en place pour des entreprises qui ont des gros budgets formation. Donc ce qui était important là-dedans, c'est il fallait trouver un marché qui avait quand même de l'argent. Donc le marché de la formation en France est énorme, parce qu'il y a des obligations de former. Il y a des grosses entreprises qui mettent beaucoup d'argent là-dedans, et puis ce qu'elles veulent savoir, c'est quoi le retour sur investissement de cette formation-là. Très bien. Et suite à ce projet-là, du coup, tu avais travaillé, tu l'avais poussé, tu as travaillé combien d'années sur Formeva? Je connais très bien, du coup. Ouais. Parce qu'on a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble pendant 2 ans et demi. Et c'était... Moi, je trouvais ça bien parce que c'était ma première expérience. Exact. Toi, comme patron aussi. Ouais. Donc, c'était enrichissant pour moi parce que j'avais découvert un petit peu le monde de la start-up à l'époque. Le produit, il y avait une certaine énergie, on avait une belle équipe aussi. On avait une belle équipe. On a travaillé bien. Il y avait des hauts, il y avait des bas, on s'en sortait quand même, on allait chercher cette croissance-là. Moi, je suis parti après, mais du coup, ça a duré combien à peu près le projet? Écoute, j'ai démarré fin 2005 et j'ai revendu en 2017. Ouais, quand même. Voilà, tu vois, 12 ans. 12 ans. De toute façon, le projet, une entreprise, c'est 10 ans pour atteindre quelque chose, quoi. Exactement. Et puis j'avoue, hein, c'était ma première boîte. Donc, tu vois, il y a eu pas mal il y a eu du patinage aussi au début. Hein, tu vois, je suis pas sur une. Puis, je suis pas sur une.
j'ai pas créé une boîte qui a eu une croissance folle dès les premières années. Ouais. Ça, c'est génial quand ça arrive. Ouais. Mais je pense qu'en France, on n'était pas tout à fait là-dessus. À l'époque, il n'y avait pas non plus des fonds comme il y en a maintenant. Voilà. Il est arrivé un peu en avance. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça, exactement. Il n'y avait pas trop de SaaS non plus. Les gens, ils disaient, ah ouais, mais moi, je veux installer ça chez moi et tout ça. Ouais, non, mais attends, on va t'expliquer un petit peu les choses. Okay. Mais bon, finalement, on n'expliquait rien du tout parce qu'on était tout petits. Okay. Et, voilà, mais c'est venu. Okay. On a surfé sur la vague après, ouais. Ah, très bien. Et du coup, là, tu avais basculé sur un autre projet. Comment ça s'est... Après. Ouais. Donc, en fait, ouais, c'est ça. Donc, j'ai vendu cette boîte à un groupe qui était spécialisé dans la gestion des ressources humaines. Donc, il y avait besoin de cette brique-là. Je suis resté dans cette boîte-là pendant 4 ans, je crois. Okay. Ils m'ont... Donc, parce que finalement, quand tu as créé une boîte, à un moment donné, tu es content aussi de retrouver un petit peu la position de salarié. Okay. Tu vois, ça te... Tu vois, tu respires. Ouais, tu respires un petit peu. T'as plus tout le temps le stress de la, tu vois, de la trésorerie. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Tu te poses un petit peu et ça, c'était quand même assez agréable. Et puis surtout, je me suis dirigé sur un poste qui, moi, m'intéressait plus, qui était la direction produit. Donc, j'ai pris la direction produit du groupe. Et donc voilà. Donc, j'ai pu finalement développer mes nouvelles compétences sur le produit, me mettre au goût du jour là-dessus, et puis voilà. Et puis quand j'ai fait le tour de ça, je me suis dit, ouais, non, mais il faut quand même que je recrée quelque chose, quoi. Ok, voilà. Là encore, tu commences à t'ennuyer. Ouais, c'est ça, exactement. Je commençais à m'ennuyer, exactement, pareil. Et je sais que voilà, cet état d'esprit produit, on ne l'avait pas en France au début. Ça arrivait dans les années 2014, comme 2015, là où il y avait des boîtes qui sont vraiment axées produits, user experience, etc. Je sais que toi, tu avais état d'esprit-là de produit. Je sais que tu te formes aussi pas mal. Tu as été aux États-Unis, etc., pour aller suivre des séminaires là-dessus. Ouais. Tu peux nous dire un petit peu plus comment tu construis un petit peu cette stratégie, ce savoir-faire pour en fait, aller axer un projet sur le produit plutôt que de l'argent ou que de autre chose, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, comment dire, finalement, avant, la manière de faire, c'était vraiment de construire un produit de construire finalement un logiciel. En fait, on ne parle même pas de produit, on parle d'un logiciel qui répond à des besoins qui sont très clairement exprimés. Et finalement, après, c'est de laisser finalement la construction du produit, du logiciel, aux ingénieurs. Et donc, il y avait peu, en tout cas, de place qui restait pour des gens qui étaient justement à la jonction du business et de la techno, en fait. Et donc, on laissait finalement la techno prendre le dessus. Et le problème, que quand tu laisses la techno prendre le dessus, c'est que finalement, tu te retrouves avec des choses qui font plaisir aux ingénieurs, mais qui ne sont pas ultra nécessairement utilisables. Tu vois. Et tu laisses l'UX, en fait, en rade. Et en fait, il y a eu plusieurs choses comme ça, plusieurs évolutions, en fait, qui ont mené finalement à la création finalement du CPO, du Chief Product Officer. C'est qu'à un moment donné, en fait, le business ne se retrouvait pas nécessairement dans ce que faisait la tech, et donc il fallait trouver des gens qui étaient à l'intermédiaire, là, entre les deux. Et on l'a vu sur des produits, je ne sais pas, par exemple Dropbox, à l'origine, vraiment au tout début. Dropbox, c'était vraiment super bien fait. C'était vraiment quelque chose qui était assez révolutionnaire
puisque c'était le cloud, en fait, c'est le début du cloud public, etc. Et c'était vraiment super bien fait. L'intégration dans le produit, dans Windows, dans l'éco, dans macOS, etc., était vraiment super bien faite. Et on s'est dit, ah bah tiens, ça c'est vachement bien. En fait, le gars, c'est des ingénieurs, mais en fait, on voit qu'ils ont mis un silver lining, ils ont mis des paillettes en fait sur le truc, quoi. Donc ça, c'était vachement intéressant. Et puis aussi, il y a eu d'autres choses qui ont permis d'amener ça. C'est tout le travail aussi qu'a pu faire Apple, tu vois, ils ont énormément travaillé sur la qualité du produit et sur l'expérience utilisateur. Donc à l'époque, on avait des téléphones, on avait pas mal de trucs. Ouais. Mais quand Apple sortait le truc, même s'il le sortait un an après, tu savais c'était le produit acheté parce qu'il y avait un travail sur le produit, quoi. Exact, ouais. Tu vois, même chaque icône, il y a chaque truc, chaque chose était différent, le swipe était différent, le truc était différent. Donc ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et tu te rendais compte, en fait, quand tu observais ces boîtes-là, que finalement, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils travaillaient sur l'expérience utilisateur, tu vois. Et c'est pas juste l'interface utilisateur, c'était vraiment l'expérience utilisateur. Ouais. Et donc, il y avait de l'argent qui était mis là-dessus. Et c'est pas de l'argent perdu, quoi. Pour faire un bon produit, c'est quoi le KPI qu'il faut suivre ? Est-ce que c'est le retour utilisateur ? Est-ce que l'argent qu'on fait ? Parce que moi, j'arrive pas à mettre le curseur là-dessus parce que peut-être il y a des gens qui aiment, mais ils vont pas aller acheter, quoi. Ouais. Donc, est-ce qu'il faut regarder acheter parce que les gens qui achètent, les gens qui aiment forcément, comment tu te situes là-dessus l'expérience utilisateur, c'est comment dire, c'est un plus, c'est quelque chose qui va vraiment, ça va être le hook, tu vois, ça va être l'hameçon, et les gens vont dire waouh, putain, c'est bien fait quand même, quoi. Ça c'est cool, quoi. C'est cool. Maintenant, il faut quand même que derrière, tu vois, t'aies quand même des ingés qui aient bossé sur la qualité, en fait, de ton produit, enfin, tu vois, sur la qualité de sur les fonctionnalités proprement dit. Tu peux avoir un truc qui est super beau mais qui est vide derrière, ce sera pas, enfin, tu vois, ça, il va rien se passer. Donc le KPI à suivre, il faut vraiment, c'est ultra important de très rapidement quand même mettre en place des systèmes de feedback, hein. Tu vois, par exemple, avoir un NPS, tu vois, le Net Promoter Score, donc la question qui demande, c'est la question classique, hein, qui demande, est-ce que vous recommanderiez ce produit à vos amis, tout ça, et donc ce truc-là, il faut vraiment le suivre. Alors, et le score, il est comptabilisé d'une certaine manière, mais les meilleurs là-dessus, ça va être Amazon, ça va être Apple, ça va être, je sais pas moi, FedEx, ils sont bons aussi. Enfin, tu vois, et c'est des boîtes dont, enfin, tu sais, quand ils pensent, tu dis, wow, oui, c'est vrai qu'en termes de service, en termes de service client et d'expérience client, ils sont top, quoi. Donc ça, c'est à mesurer, ça. Je reçois souvent Revolut qui me dit à chaque fois ça, je dis ultra satisfait. 100%, quoi. 100%. Ouais, c'est ça. Revolut, quand on regarde un petit peu le produit, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'ils font. Ils l'ont pensé. Et je pense qu'eux, ils ont, côté produit, je pense qu'ils ont, dans leurs équipes, si je ne me trompe pas, ils ont quand même pas mal de gens côté produit. Que tech, quoi. Donc, franchement, ils donnent vraiment de l'importance à ça, en fait. Je pense et on voit le résultat, tu vois. Tout c'est en train d'exploser. Et puis ils sont en train de prendre des marchés sur lesquels on ne les imaginait pas, tu vois. Ouais, tout à fait. Et tout à l'heure, tu nous as parlé un petit peu, tu t'ennuyais, en fait. Du coup, c'était une belle transition, mais je voulais poser aussi cette question-là sur le produit, c'était intéressant. Donc là, tu avais switché. Donc là, il y avait une opportunité qui se présentait autour du running. Exactement. Et tu peux nous parler un petit peu de comment c'est arrivé ce match-là, parce que sur My Republic, tu n'es pas tout seul, en fait, tu es avec certaines personnes, des associés. Comment il y a eu cette rencontre-là ? Comment ça s'est fait, comment ça a commencé, t'es arrivé à quel moment? Donc, c'est des bonnes questions. Donc, en fait, comme je te disais, je commençais à m'ennuyer un petit peu et je me dis, tiens, il faudrait que je relance un truc. Et j'étais en train de me dire, tiens, je vais peut-être relancer un truc dans les RH, dans les ressources humaines, c'est quelque chose que je connais, blabla. Et je dis, tiens, je vais en parler à mon pote
mon pote Ronan, qui lui est entrepreneur aussi. Ok. Il avait fait deux exits. Et puis il s'était relancé sur un truc. Voilà. Et donc je lui dis, ah bah tiens, on va manger un midi ensemble, on va manger. Et puis je lui dis, bah tiens, j'aimerais peut-être faire ça, machin, etc. Il me dit, ah ouais, tiens, c'est pas mal, c'est pas bête. Et bah tiens, est-ce que t'as pensé à ça? Puis on commence à échanger. Puis je lui dis, et puis toi, t'en es où? Il me dit, bah écoute, nous, ça avance bien. On est sur la fin d'une levée de fonds, là, un peu seed, sur notre projet de marketplace sur les événements outdoor sportifs. J'ai dit, ah ouais, ok, c'est intéressant, tout ça. Puis bon, bah voilà, puis on se quitte là-dessus. Et puis je sais pas, je réfléchis à ça et je me dis, mais putain, c'est vachement intéressant. Puis il y a des associés, enfin en plus là, il y a vraiment une petite équipe. Enfin, elle est réduite, ils sont 3. J'ai pas envie de relancer un truc tout seul. Je l'ai déjà fait, tu sais, lancer un truc tout seul, c'est difficile de porter tout sur tes épaules et tout ça. Tu l'as vécu aussi un petit peu, tu vois. Donc c'est chaud, tu vois. Et donc c'est bien de pouvoir partager un petit peu les responsabilités, d'avoir des gens qui sont complémentaires à toi. Et puis le sport, je trouve c'est chouette, tu vois. Bon, alors moi je suis pas un gros sportif, tu vois, mais j'aime bien ces choses-là. Et puis je me dis, puis en plus, je pense que ça correspond un trend qu'on voit dans la société en ce moment, tu vois. Effectivement. Bon. Donc, bon. Et donc là, je lui ai envoyé un petit texte, je lui ai dit, mais tu cherches... tu sais, tu me dis, tu cherches des profils, tu cherches quel type de profil, tu sais, pour après ta levée de fonds. Et il me dit, bah, je cherche des sales, je cherche du product, et puis je cherche aussi de la tech. Je dis, ah ouais, ok. Et il me dit, tu penses à quelqu'un? Je dis, bah ouais, je pense à moi maintenant. Parce qu'en fait, avant, il y a ta tête qui a chauffé. J'avais chauffé un peu et tout ça, je pense à moi. En fait, le truc, si tu veux, c'est que en fait, dans les 3, tu en as un qui était spécialisé, on va dire, marketing, un autre qui était plus sales, et puis tu avais Ronan qui gérait un petit peu tout, finance et product et tout ça, et c'est un ingé aussi, tu vois. Et là, je me dis, bah en fait, ça va pas être possible. Juste, s'il reste que 3, ça va pas être possible. Donc, si je viens en tant que 4, et ben en fait, je prendrai le product. Comme ça, lui pourra s'occuper vraiment sur la partie financière, partenariat avec les investisseurs, etc. Et puis même la coordination globale. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui gère un petit peu tout ça. Et donc voilà. Donc, je suis arrivé comme late founder, on appelle ça. Sur Pace à l'époque, qui est devenu Miles Republic. Ok. Et à quoi ressemblait le premier VP chez Miles Republic? Tu l'as vécu un petit peu? Ouais, absolument. Le premier MVP, il a été fait en bubble. Okay. C'était du low code, hein. Et puis ça nous a permis de récupérer les premiers clients, les premières courses en fait qui souhaitaient finalement avoir un outil de gestion des inscriptions pas cher, et puis voilà. Donc, non, du coup c'est intéressant, tu as mis le doigt sur un truc qui m'intéresse. Ouais, c'est vrai. Du coup, c'est ça, le no-code comme levier en fait pour démarrer, c'est pas mal. Bubble, il y a pas mal de boîtes. Moi j'ai entendu, c'était laquelle là qui je l'ai noté en plus. Alors Comé, par exemple. Ouais. Comé, je sais pas si tu le connais, ils font c'est un cabinet de freelanceurs. Enfin, ok, ouais. Ils cherchent un petit peu des freelances qui sont dans l'expertise. Ils sont vraiment bien implémentés sur Paris, implantés, pardon. Et ils ont commencé sur Bubble, par exemple, des solutions no-code. Maintenant, ils sont valorisés à plusieurs millions. Ah bah tu vois. Donc, c'est non, mais ça marche, hein. Il y a moyen. En fait, ce qui est important, de toute façon, c'est ça. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Il faut savoir ce que veulent les gens, en fait. Hein. Okay. Et il faut le savoir vite. Hein. Okay. C'est un truc que j'ai appris. Tu disais que j'ai eu quelques expériences aux États-Unis. Je suis allé à Stanford et j'ai vécu un truc d'entrepreneuriat là-bas. Et en fait, il y a une expression qui se dit là-bas, c'est que j'ai apprise quand j'y étais, c'est kill the baby, tu vois. Tu vois, c'est à un moment donné, le truc, il faut le tuer vite. Si ça marche pas, il faut le tuer vite, en fait. Hein, ça marche. Tu vois. Et tu sais nous dire un petit peu combien de temps ça a pris pour cet MVP là sur Bubble?
En fait, la création, en fait, si tu veux, c'est intéressant parce que d'abord, le MVP, en fait, il couvre une marketplace, c'est deux produits. Hein. Une marketplace, tu as la partie catalogue, d'accord, où tu exposes tout, et ça, c'est pour le B2C, en fait. Et l'autre partie de la marketplace, c'est le B2B, c'est ce que tu vends à ceux qui vont vendre des choses sur ta marketplace. Donc, nous, c'est les organisateurs de courses. Donc, il y a les coureurs d'un côté, il y a les organisateurs de courses de l'autre. Et donc, le MVP, finalement, il faisait les deux. Il faisait d'une part toute la partie enregistrement des courses, tu vois, gestion des inscriptions, etc. Et puis de l'autre, la partie catalogue. Assez rapidement, en fait, on s'est rendu compte que le MVP Bubble ne fonctionnait pas bien sur la partie catalogue, parce que les performances n'étaient pas là, parce que le design n'était pas au top. Donc ça a été remplacé assez rapidement par du Next, hein, tu vois, du Next.js, hein, et puis du Algolia, et puis des choses qui allaient plus vite et qui étaient beaucoup plus réactives que du Bubble. Donc ça, on l'a fait. Par contre, on est resté sur le back-office qui était en Bubble. Et en fait, l'idée, on est resté comme ça pendant, on va dire, 1 an et demi à peu près, un an et demi. L'idée, c'était juste de s'assurer qu'on avait des clients. Voilà. Des gens qui venaient consulter les choses et d'autres qui venaient vendre leurs courses. Et du coup, c'est quoi le métrique North Star que vous regardez là-dessus? Est-ce que le nombre d'inscrits? On regarde le nombre de courses en fait. Le nombre de courses qu'on avait. Ce qui est important en fait, ce qui est important sur ce business-là, c'est d'avoir une belle offre. Tu vois, une marketplace. Si tu vas sur Back Market, par exemple, et que tu n'as pas d'iPhone, tu vois, ou tu n'as pas de, je sais pas, de Xiaomi, ou tu n'as pas de truc, tu vois, tu vas avoir un problème, quoi. C'est vrai. Donc, il faut avoir de l'offre. Ouais, c'est ça. Voilà. Le nom de la boîte, c'est Sigfox. Je sais pas si tu connais Sigfox. Sigfox, ah ouais, je connais bien Valorisé Sigfox, en 2016 à 150 millions d'euros. Et il a fait de l'IoT. Donc, tout à fait. Mais après, Sigfox, c'est intéressant. On en reparlera tout à l'heure parce qu'ils ont fait une levée de fonds. Oui, et puis après, ils se sont explosés. Ils sont explosés, je me souviens. On reparlera de Sigfox. Ok, très intéressant. Et chez Mail Republics, vous êtes combien à peu près maintenant? Donc là, maintenant, on est en fixe, on est une douzaine. Mais on a des gens aussi qui travaillent pour nous de l'extérieur. Donc au total, on est un peu plus d'une vingtaine. Tu vois, on a des freelances, on a une petite équipe aussi qui travaille sur la data. On a, voilà. Donc on a, si je prends vraiment équivalent temps plein, on est une vingtaine. Ok. Et du coup là, vous êtes plus sur du startup, vous êtes maintenant en mode accéléré, quoi. Donc. On est, c'est vrai que, disons que, comment je pourrais dire. Pour moi, on est toujours une start-up. Hein. C'est-à-dire que on est toujours en train d'essayer de grappiller des parts de marché. Hein. C'est vraiment ça qu'on fait. Mais aujourd'hui, c'est sûr que la recette, on la connaît. C'est-à-dire que on sait comment aller chercher des organisateurs, on sait comment aller chercher des chronométreurs aussi, c'est une partie de notre marché. On sait aussi maintenant, on peut aller, comme on a une audience, hein, donc comme on a une audience, on est capable d'aller vendre cette audience-là à des marques. Et donc on peut aller voir les marques et leur dire, regardez, si vous avez des choses à mettre en avant, nous on a des gens qui sont ultra intentionnistes en fait, puisqu'ils ont vraiment envie et ils vont courir, c'est sûr qu'ils vont courir, les gens qui viennent sur notre place de marché. Donc si tu as envie de vendre, je sais pas, des chaussures, si tu as envie de vendre de la nutrition, si tu as envie de vendre des fringues de course, viens chez nous, parce que c'est sûr que les gens à un moment donné ils vont en avoir besoin, tu vois. Donc, voilà. Et comment vous allez les intégrer? C'est comme des sponsors ou ouais, tout à fait. Alors en fait on leur vend finalement du retail média. Donc grosso modo ça va être de la citation, des images, des trucs, etc. sur des mails qu'on envoie, sur le checkout quand tu t'inscris à une course. Ça va être éventuellement des produits complémentaires que les gens vont pouvoir rajouter à leur panier en sortant, tu vois, en achetant leur dossard. Donc c'est comme ça, ouais. Donc par rapport à ce que tu avais fait chez Formeva, quels sont, par exemple, si tu veux me dire 2-3 trucs que tu as retenus et que tu as appliqué tout de suite en arrivant chez Mail Republics?
Chez Miles Republic, qu'est-ce que j'ai... Alors, ça peut être juste une chose. Hein, ouais. Bah, en fait, il y a... Bah, évidemment, j'ai appris pas mal de choses sur mon expérience d'entrepreneur. Une des choses qui est importante, alors là, c'est le management. Hein. Okay. Enfin, c'est en termes de management. Je pense que, tu vois, quand tu es entrepreneur, tu as fait généralement, tu as commencé tout seul ou avec 2-3 personnes, et tu as fait tous les tafs, en fait. Tu as fait du customer success, tu as fait du sales, tu as fait de l'admin, tu as fait du dev, tu as tout fait, quoi. Et en fait... et donc, bah, en fait, quand tu commences à recruter des gens, bah, tu as tout le temps ton petit mot à dire. Tu es tout le temps en train de dire, ouais, tiens, tu ferais pas ça comme ça, tu ferais pas ça comme ça, machin. Micromanagement. Ouais, exactement. et donc c'est ultra chiant, en fait, pour les gens, tu vois. Et en fait, c'est ce que j'appelle la double peine du management, hein, du micromanagement. C'est d'un côté, en tant qu'entrepreneur ou en tant que chef d'entreprise, bah, tu n'es pas en train de faire ton travail, d'aller penser, réfléchir à qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, c'est quoi la strat, c'est quoi, etc. La vision. Tu n'es pas en train de faire ça puisque tu es en train de t'occuper d'autres choses qui sont très, très opérationnelles, trop opérationnelles. Et d'autre part, le deuxième problème, c'est que tu es en train d'empêcher les gens de faire leur taf. Tu vois. Et du coup, en fait, ce qui est super important, c'est de se forcer à prendre du recul, à juste faire un pas en arrière et à laisser les gens apprendre et laisser les gens faire. Okay. Et ça, c'est ultra important. Et donc ça c'est honnêtement, pour moi, c'est un des apprentissages majeurs que j'ai eu, c'est déléguer et laisser les gens faire. Ok, ça marche très bien. Et là, sur la partie, c'est que on va venir en fait mesurer et learn, en fait, le build, measure, learn. Ouais. Du coup, le cycle chez vous, c'est combien? 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? Ouais. Enfin, ça dépend les boîtes, mais du coup, côté Miles Republic, comment ça marche? Bah, c'est... En fait, si tu veux... c'est particulier Miles Republic parce qu'on arrive sur un marché qui est déjà équipé. Okay. D'accord. Donc en fait, les outils, il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a de la concurrence Ouais, il y a de la concurrence. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a, tu vois. Okay. Et donc il y a beaucoup d'outils qui se sont créés, on va dire, il y a 10-15 ans, tu vois, avec les technos d'il y a 10-15 ans, okay. et qui sont localisés, tu vois, sur des régions. Donc tu vois, tu vas avoir un outil qui va être localisé en Bretagne, tu vas avoir un autre qui va être localisé dans l'Est de la France, etc. Donc c'est très régional. Et donc, en fait, les organisateurs de courses ou les chronométreurs, eux, ils ont leurs habitudes avec des outils qui existent. Okay. Et donc pour les faire changer, il faut au moins que tu aies la même chose que ceux qui sont déjà là. Voilà, exactement. Donc, en fait, pendant tout un temps, ce qu'on a dû faire, c'est ce que j'appelle en fait du développement de rattrapage. Tu vois, on va pas faire pareil. Mais on va devoir, en tout cas, être proposé des fonctionnalités qui sont quand même similaires à ce que font les gens qui sont déjà sur le marché. Donc, ça ne répond pas tout à fait à ta question, dans le sens, tu vois, sur le learn et tout ça, puisque le learn, en fait, ça a été justement de regarder ce qui existait et de le faire différemment. Alors moi, ce que je fais, c'est que, évidemment, je regarde ce que les gens font, tu vois par exemple, un truc assez classique dans notre domaine, c'est la revente de dossards. Tu vois, je peux pas aller à la course parce que je sais pas quoi, je me suis fait une entorse, par exemple. Ce qui m'arrive souvent. Ouais, tu m'as dit que ça t'arrivait, donc voilà. Tu te fais une entorse, bam, tu peux pas aller à la course, tu veux revendre ton dossard, tu vois. Donc il y a des assurances annulation qui existent, mais il y a possibilité aussi parfois de revendre ton dossard à quelqu'un qui a envie d'aller à la course à la place. Donc ça, c'est des choses qui, tu vois, qui existent, enfin qui existent peu, et voilà. Et moi, ce que je vais faire en fait dans ces cas-là, en tant que product, c'est essayer de réfléchir à qu'est-ce qui se fait aujourd'hui. Je vais pas regarder ce que font les autres, ça m'intéresse pas trop en fait de savoir ce que font les autres. Ce qui m'intéresse, c'est
qu'est-ce qui se fait aujourd'hui dans les meilleurs, tu vois, quand tu veux, tu sais, par exemple, pour tu vois, un ticket, par exemple, un ticket pour les Jeux Olympiques, par exemple. Leur système de revente, il était super bien fait, tu vois, par exemple. Donc, c'est plutôt ça, en fait, que je vais regarder. Ça marche. Ok, très bien. Vous avez intégré Oratech au départ, c'est ça, comme incubateur, effectivement. Si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait. Pourquoi avoir intégré l'incubateur? Est-ce que, ça c'est une question que je pose à tout le monde, est-ce que tu penses que, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que c'est toujours indispensable d'intégrer un incubateur? Et surtout, est-ce que créer sa boîte en France, est-ce que c'est toujours le bon deal, en fait, tu vois, quand on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs? Ouais, je comprends. Rapidement. Ouais, rapidement. En tout cas, l'avantage numéro 1 d'un incubateur, c'est le réseau. Voilà, ça, c'est la réponse de tout le monde. De tout le monde. C'est ça. Après, est-ce qu'ils vont t'aider sur ton business? Pas sûr. Est-ce que voilà, c'est le réseau. Et c'est en fait, quand tu es entrepreneur, surtout si tu es tout seul, il faut que tu aies des gens avec toi parce que sinon tu vas tourner en rond et tu sauras pas. Tu sauras pas si tu fais bien ou pas. Donc ça, c'est important. Ça, c'est la réponse numéro 1. Pour ta première question. Oui. Et la deuxième, est-ce qu'il fait bon créer en France? Est-ce que c'est indispensable déjà d'intégrer? Est-ce que c'est indispensable d'intégrer un incubateur? Je pense qu'il n'y a jamais rien d'indispensable. Je pense qu'il y a plein de parcours qui sont possibles mais c'est un facilitateur. C'est pas... Alors, ça va te demander des trucs, ils vont te demander un business plan, ils vont te demander des trucs enfin, tu vois... Ça te force à réfléchir. Ça te force un petit peu à Après, plus tard, tu pourras quitter l'incubateur et puis tu pourras faire tes trucs par toi-même, tu vois. Mais il faut que tu aies un point d'entrée, surtout si tu n'as jamais... Alors, par exemple, si tu as déjà entrepris, peut-être ça a moins d'importance. Mais tu vois, les gens qui... Enfin, tu vois, Ronan, quand ils ont démarré Pace, ils sont allés à un incubateur parce que c'est toujours intéressant d'avoir, tu vois, des gens à qui tu proposes le truc. Ça marche très bien. Voilà. Et en France, tu penses que c'est toujours le bon deal de créer sa boîte en France? Moi... Quand on voit par exemple des boîtes comme Datadog et Kinface qui ont quitté la France parce que c'est trop bureaucratique, qui sont allés aux States. Il y en a maintenant qui créent des startups, mais au Moyen-Orient parce que t'as un fiscal, c'est intéressant, ils ont des fonds, ils ont de l'argent. C'est sûr. Donc après, il y a le dilemme de la compétence qu'on a en France et qu'on n'a pas là-bas. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Moi, alors, je pense que la plupart des gens qui sont partis, c'est souvent pour des raisons financières. C'est-à-dire, alors pas fiscales, financières. L'idée, c'est d'avoir finalement des investisseurs ou des fonds d'investissement qui ont des poches suffisamment profondes pour pouvoir t'aider à ton développement. Tu vois, si tu as vraiment une grosse ambition. Tu vois, si ton ambition, c'est de faire quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, etc., est-ce que tu as besoin d'aller aux États-Unis? Pas sûr, tu vois. Mais si ton ambition, c'est de faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, à un moment donné, peut-être ça peut être intéressant d'y aller. Je dis pas que c'est indispensable. C'est moins indispensable aujourd'hui que ça ne l'était par le passé. Par le passé, de toute façon, les seuls vrais fonds, tu vois, tu prends un Criteo par exemple, Criteo, le gars, il est parti aux États-Unis assez rapidement parce que de toute façon, s'il voulait faire du business, c'était là-bas la plupart de ses clients. Et deux, en fait, il fallait aussi avoir des fonds d'investissement suffisamment puissants, quoi. Maintenant, les fonds américains viennent regarder ce qui se fait en France. Alors, je parle même pas de la France, en fait. Je pense qu'il faut parler Europe, en fait. Il faut regarder Europe. Nous, on a un marché qui est extraordinaire, tu vois, de 450 millions de personnes. Et c'est là-dessus, en fait. Il ne faut pas aujourd'hui penser une boîte uniquement à l'échelle française. Il faut la penser tout de suite européenne. Enfin, tout de suite, assez rapidement, quoi. Ça marche très bien. Et là, en parlant de levée de fonds, chez Mal Republics, vous avez du coup lancé une compagnie de financement, autofinancement ou financement participatif. Tout à fait, vous avez déjà fait une levée de fonds? Tout à l'heure, j'aurais entendu en seed par des fonds d'investissement. C'est quoi en fait la différence entre faire du participatif ou aller voir des fonds d'investissement? Est-ce que c'est des étapes clés?
Et là, pourquoi vous avez décidé de faire justement participatif et pas encore aller voir des fonds d'investissement Ouais. Alors, sur le seed, généralement, ce n'est pas des fonds d'investissement. Donc là, nous, on n'a pas eu de fonds d'investissement sur le seed. Ça a vraiment été des business angels ou alors des family office. Donc, on a eu le family office, par exemple. Enfin, en tout cas, on a eu la famille Amaury. La famille Amaury, c'est eux qui ont le journal L'Équipe, qui ont le Tour de France, qui ont le Paris-Dakar, etc. Donc, c'est des gens, en fait, qui sont intéressés par ce qu'on fait. Et ils ont mis de l'argent. Donc, en fait, on a été chercher initialement comme ça 3 millions d'euros. Avec plein de business angels qui étaient intéressés par le truc. Ensuite, là, maintenant, on a donc lancé une campagne de financement participatif avec Baltis, qui est une entreprise qui gère ce genre de choses. Et l'idée, c'est d'aller chercher 1,5 million. Donc notre levée de fonds, c'est 1,5 million. On a déjà, avec les historiques, on a déjà sécurisé 500 000. Et donc là, avec Baltis, on va chercher le million qui reste. Là, à l'heure où je te parle, on est à 200 000 euros de collectés. On a lancé ça mercredi. Voilà, très bien. Donc tu vois, ça fait 2 jours. Quoi. Et là, en termes de... Est-ce que c'est les coureurs, vos clients qui sont les premiers à... En fait, on a des gens qui sont... qui voient, qui regardent, qui lisent le journal, en fait, et qui se disent, effectivement... j'ai l'impression qu'il y a un marathon dans toutes les villes de France maintenant, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a mon cousin qui court, ma cousine qui court, mon oncle qui court, l'autre qui fait du vélo. C'est juste ouf, quoi. Donc effectivement, on a pas mal de gens, en fait, comme ça, parce que le ticket minimal, il est pas très élevé, il est de 1 000 euros, tu vois. Enfin, c'est pas 100 euros, mais c'est 1 000 euros, donc c'est déjà une somme, mais c'est pas non plus, on n'est pas sur des dizaines de milliers d'euros, quoi. Donc en fait, c'est ouvert à tous. Et donc, pour répondre à ta question, qui sont les gens qui sont intéressés ? Effectivement, tu as des coureurs, tu as des gens qui voient le marché, qui se disent tiens, moi, puis ça me plaît ce que fait Miles Republic, leur vision, leurs valeurs, etc. Ça me plaît. Donc ils mettent un ticket. Et puis, tu as d'autres aussi, des organisateurs de courses qui disent c'est pas mal quand même ce qu'ils ont comme vision, donc moi aussi j'ai envie de participer. Donc voilà, après, il y a des gens qui souhaitent tout simplement défiscaliser aussi, hein. Ça existe aussi, c'est une possibilité. Hein. Donc voilà, et pour nous, pourquoi on a été chercher plutôt du crowdfunding que des fonds d'investissement ? D'une part, les fonds d'investissement, ils ont des exigences, notamment sur des actions préférentielles, sur tout un ensemble de choses comme ça, qui, on s'est dit, pour l'instant, c'est peut-être pas nécessaire tout de suite de s'engager dans des choses comme celle-là, qui sont parfois un petit peu au détriment quand même des fondateurs. Et puis, d'autre part, le crowdfunding, c'est aussi aller chercher des gens qui vont être des promoteurs, tu vois. On parlait tout à l'heure... ambassadeurs. Exactement, des ambassadeurs. On parlait tout à l'heure, tu vois, justement, comment tu fais en sorte que les gens, finalement, parlent de toi, clients, etc., tes clients, et c'est intéressant que tes clients parlent de toi. Et donc, avoir des gens qui sont vraiment promoteurs, et au produit, c'est super intéressant, tu vois. Moi, en tant que product, ça va être super intéressant d'avoir plein de gens, en fait, qui sont partie prenante dans le truc et disent « Ouais, mais ce serait cool si on avait ça. » Alors, on ne pourra pas tout faire, évidemment, mais tu vois, ce serait cool d'avoir ça et d'avoir tout ce vivier-là, qui est prêt à tester, qui est prêt à te passer certaines erreurs, enfin, tu vois, c'est super intéressant. Et c'est vachement ce que tu dis. Là, on en tire le leçon parce que, par exemple, les fonds d'investissement, quand ils rentrent, ils sont pas là pour le plaisir. Justement, là, ils sont là parce qu'ils attendent une visite. Absolument. Au détriment du produit, des fondateurs des fois, et qu'il fallait accélérer, il faut montrer... parce qu'eux, ils font des levées de fonds aussi, les fonds d'investissement. Ouais, absolument. Donc eux, il faut qu'ils montrent que absolument. La boîte où ils ont investi, elle a grandi, elle a grossi, et du coup, ça fait beaucoup de contraintes, en fait. Complètement. Et j'ai entendu dans une histoire où il y avait une boîte, je ne sais plus comment il s'appelait, il avait besoin de faire une levée de fonds, sinon il va faire faillite. Et un des boards des membres de bord qui est un fonds d'investissement, il a préféré laisser la boîte couler
que d'aller faire un tour de table, un autre tour de table, parce qu'ils pensaient dire, si je dis à tout le monde que la boîte où j'ai investi, elle n'a pas grossi, je risque de perdre ceux qui placent, en fait, ce qu'on appelle les gens qui placent en fait leur argent dans les LPs. Les LPs. Du coup, ils préfèrent dire, moi, j'investis dans 10, si on a 3 ou 4 qui coulent, c'est pas grave. Le but, c'est de garder en fait sa réputation. Et du coup, ça, au détriment en fait de cofondateurs et des salariés qui sont là et qui travaillent tous les jours en fait. C'est un des dangers. C'est un super levier. Tu peux avoir des fonds d'investissement et qui sont appliqués, qui vont etc. Mais at the end of the day, ce qui les intéresse à la fin de la journée, c'est de faire du cash. C'est ça. En tout cas, c'est de faire un fois, tu vois, faire un multiple qui tient la route. Et voilà, et c'est le jeu. C'est le jeu. Voilà, c'est le jeu, c'est tout. Et nous, c'est ce qu'on espère faire pour justement les gens qui investissent aussi avec nous. Mais voilà, on s'est dit que peut-être on pouvait s'éviter ça maintenant. Et puis voilà. C'est bien. De toute façon, à partir du moment où on peut faire du crowdfunding, s'il faut y aller, il faut pas. C'est ça. Parce que après, tout le monde ne peut pas le faire. C'est un gros investissement. Le crowdfunding, il y a quand même, tu vois, c'est pas. Tu peux pas dire, je fais un crowdfunding et puis voilà. Non, il faut vraiment que tu aies déjà un produit, il faut que tu aies déjà un marché, il faut que tu aies déjà des indicateurs qui vont dans le bon sens. Mais ça, c'est vrai pour tout, tu vois. Il faut toujours que tu aies des indicateurs dans le bon sens si tu vas chercher de l'argent. Mais c'est de l'investissement en marketing, en communication, en roadshow aussi. Il faut aller sur place. Là, Ronan, notre CEO, il s'est déplacé. Il se balade. Il s'est baladé pour aller présenter le business. Ça marche. Et du coup, à quel moment on se dit, là, c'est le moment pour faire le levée de fonds C'est à quel moment est-ce qu'on va aller chercher de la croissance On va aller, voilà. Pour Mail Republic, vous avez fait quoi ? C'était quoi l'objectif derrière ? Il y a plein de... Enfin, il y a plusieurs raisons. Il n'y a pas un truc en particulier. Enfin, nous c'était très, très précis. Nous, il faut qu'on continue à développer le produit. Ça, c'est une première chose. Il faut qu'on continue à s'étendre. Donc, on aille faire de la croissance organique, donc se faire connaître, etc. Il faut commencer à regarder aussi à l'international. Et il y a une troisième chose qui est un petit peu particulière chez nous, mais qui s'explique par le passé en fait, des fondateurs. On fait de la croissance externe aussi. Donc, ça veut dire que tout à l'heure, je te parlais, tu sais, des différentes... Tu as des plateformes qui existent sur telle région, sur telle région, sur telle région. Donc, il y a plein de petites plateformes qui ont commencé il y a 10-15 ans. Et nous, parfois, une manière d'accélérer, c'est de racheter en fait des boîtes. D'accord. Donc, on l'a déjà fait. On a déjà racheté une boîte. Très bien. Et le financement là qu'on va chercher, le 1,5 million, va nous permettre d'en racheter une autre. Ok, très bien. Qui est déjà identifié. Et Formaeva, tu avais ces levées de fonds ou c'était un bootstrap C'était un bootstrap. C'est quoi la différence entre... Qu'est-ce que tu préfères, un bootstrap ou une levée de fonds rapidement, si tu devais nous dire... Je pense que c'est deux moments différents en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, après, si évidemment ton sujet c'est de créer le nouveau modèle IA, je sais pas, qui va servir pour faire, tu vois, de la prédiction dans le domaine de la finance. Il vaut mieux sans doute que tu ailles chercher une levée de fonds immédiatement. C'est probable. Parce que tu vas pas pouvoir bootstrapper tout ça tout seul, à moins que tu sois un génie. Donc le bootstrap c'est intéressant parce que ça te permet de tester quand même ton idée avant de te lancer dans quelque chose. Et ce qui est important aussi, donc le bootstrap, donc voilà, tu testes. Ensuite, tu vas chercher des BA, tu vas chercher des gens qui croient en toi, tu vois, qui vont vraiment te donner peut-être 10, 15, 20 000, et tu vas en chercher plusieurs, et puis ça va déjà te permettre de continuer. Et là, une fois que tu as fait ça, l'idée, c'est de... Quand est-ce que tu passes véritablement à la levée de fonds, on va dire, avec institutionnel en quelque sorte, il faut que tu aies des indicateurs qui soient propres. Quoi. Ton indicateur, ça peut être le nombre de clients, ça peut être ton MRR, ça peut être, tu vois... en tout cas, il faut qu'il y ait des flèches qui aillent dans le bon sens, en fait. Pour aller, si tu n'as pas ça... Si tu n'as pas ça et que tu n'as pas justement une vision, tu vois, sur l'étendue de ton marché, qui est un gros marché ou quoi que ce soit,
si t'as pas ça, est-ce que ça vaut la peine? Faut se poser la question. Peut-être une levée de fonds, ça vaut pas la peine en fait. Peut-être que tu peux aller faire du prêt bancaire, tu vois. Peut-être ça marche aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est possible, ouais. Et du coup, l'objectif, c'est de faire un exit bientôt ou c'est... Non. Alors, tu sais, pendant... nous, on est des anciens, tu sais. Genre, on est des vieux, en fait. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'exit, c'est pas l'objectif immédiat, tu vois. C'est une possibilité, mais on n'est pas pressé. Et puis nous, on s'éclate à faire ce qu'on fait. Vraiment, là, tu vois, on est sur un sujet qui nous plaît, tu vois. Nous, on va courir, on va faire du vélo, tu vois, on prend du plaisir. Et on résout un problème qui nous ennuyait, tu vois. Donc, on résout un problème qui était un problème qu'on avait. Donc, on est content de participer à la résolution de ce problème-là. Et donc... s'il y a un exit, je pense que ce ne sera pas avant plusieurs années, parce que c'est un marché qui est enfin voilà, ça prend un certain temps aussi avant de se consolider et puis d'arriver à quelque chose. Et puis voilà, puis peut-être qu'on se décidera que c'est peut-être pas la peine en fait. Nous on est là pour durer. Ouais, on est là, voilà, on n'est pas pressé. Ok, très bien. On est pressé à avoir des clients et de faire développer le business, mais on n'est pas pressé à vendre. Ouais. Vous cherchez la croissance, mais pas vendre pour l'instant. C'est pas l'objet. Ouais, c'est ça. C'est pas l'objectif initial. Quoi. Et chez Miles Republic, vous utilisez de l'IA au quotidien? Est-ce qu'on utilise de l'IA? Les devs utilisent de l'IA. Enfin, ça c'est quotidien. Hein, ça, y a pas de, je pense qu'il y a 20-30% de notre code qui a été proposé par de l'IA. Donc ça c'est normal. On fait aussi des petites choses, hein, des petits snippets, on va dire, qui nous servent, tu vois, par exemple pour notre blog ou pour créer des petits outils avec de l'IA. Tu vois, on va utiliser Bolt ou des choses comme ça. On utilise du no-code aussi. C'est intéressant. Ouais, on continue à utiliser du no-code en fait pour certaines fonctionnalités. Avant de les mettre en dur, tu vois, en Next, en JS, en TypeScript, etc. Avant de les mettre en dur, on fait des tests sur, je sais pas, sur du Bodybase, sur du Bubble, sur des trucs comme ça. Et l'IA, en fait, ce qui va être intéressant pour nous, ça va être sans doute dans la découverte de patterns sur la data. Voilà. C'est sans doute là. Peut-être sur du data mining ou des choses comme ça qu'on va pouvoir utiliser l'IA. Donc aller prendre avantage de données que vous avez déjà. Exactement. Pour pouvoir faire des patterns derrière pour les exploiter en fait. Ouais, par exemple, ou tu vois, faire de la recommandation. Tiens, si tu as fait ça, voilà, tu vois, pour nous, c'est des choses qui... Et toi qui es ingénieur IA à la base, à l'époque c'était quoi? C'était du GAN? Enfin je sais pas comment, c'était quoi les... À l'époque faisait ça en 2000 Ouais, c'était en 2000 à peu près quoi, enfin 2000 et des brouettes. Hein. En fait le truc c'est à l'époque, tu vois, historique. C'était une anecdote à nous raconter. Il y avait deux tendances en fait. Il y avait... Enfin, il y avait deux tendances, il y en avait plusieurs, mais tu avais l'IA un peu historique des années 50, 60, 70, etc., où c'était de l'IA qui était, on va dire... en fait, non, c'était de l'IA, tu sais, qui était très modélisée, en fait. Hein. Donc, tu modélisais vraiment toutes les connaissances de tel domaine. Et puis, après, tu avais des systèmes experts et tu posais une question, puis là, il allait dans l'arbre de décision, puis il disait, tiens, c'est ça la réponse, quoi, tu vois. Mais ça voulait dire qu'il fallait que tu modélises, enfin, il fallait que tu aies un truc qui soit énorme, qui modélise. Et en même temps, tu avais des gens comme Yoshua Bengio, dont je te parlais tout à l'heure, qui travaillaient sur l'intelligence, sur les réseaux de neurones non supervisés et supervisés, évidemment. Donc les réseaux de neurones supervisés, c'est tu les feeds, tu les alimentes avec des photos de chat, et puis à un moment donné tu lui montres une photo de chat et il dit c'est un chat. Tu vois, bon, ça c'est un réseau de neurones supervisé, et donc c'est ce qui était utilisé, c'est ce qui est utilisé pour la reconnaissance d'images, etc. Et les non supervisés, qui sont un petit peu plus touchy quand même, c'est des réseaux de neurones où justement tu le laisses vivre en fait et il découvre des choses par lui-même en fait. Et donc aujourd'hui on travaille un petit peu avec les deux. Et donc voilà, donc nous on était vraiment sur le début, on essayait de résoudre des problèmes mathématiques avec de l'intelligence artificielle, que ce soit avec des réseaux de neurones ou avec d'autres types d'algorithmes. Et puis voilà, puis ça a donné, c'est ça qui est extraordinaire. Ouais, c'est marrant parce que toi tu étais là au début, tu voyais les choses avancer. Est-ce que tu avais ça en tête
Tu t'avais dit un jour, ça va être comme ça, on va avoir de l'IA générative qui prédit des choses c'est incroyable maintenant. Ouais. Texte, image, de la vidéo, ce qu'on peut faire, etc. Ouais, ce qu'on fait, alors ce que je voyais, c'était, en fait, on voyait beaucoup de choses en robotique, en fait, et on parlait d'agents. Moi, je me souviens, j'ai fait un stage de fin d'études sur justement sur les agents. Tu vois, là on parle d'agents, machin, etc. Et c'est génial, on peut faire plein de trucs les agents, mais donc nous on commençait déjà à travailler un petit peu là-dessus. En fait, comment dire, on voyait ce qui allait arriver. On pensait que ça allait être utilisé, tu vois, pour la classification. Pour la classification d'informations, donc tu vois, je te parlais des chats tout à l'heure, tu vois, pour ce genre de choses-là, les images, ça commençait déjà. Mais c'était l'intelligence artificielle, en tout cas les réseaux de neurones, là, en l'occurrence, c'était un algorithme parmi tant d'autres, en fait. Mais celui-là, il s'est développé, il a trouvé vraiment... tu vois, là où ça a vraiment commencé à bouger le truc, c'est la traduction, tu vois. C'est quand... Tu sais, quand Google, ça c'est super comme histoire, tu sais, tu as Google Translate qui avait justement des algos qui permettaient de traduire de tel mot à tel mot, etc. Et puis il y avait plein de... Tu sais, c'est des algos qui étaient extrêmement complexes avec plein de branches, etc. Et puis à un moment donné, tu as un mec, je me souviens plus de son nom, mais c'est un Chinois qui arrive, qui a été embauché par Google et qui commence à travailler justement sur les réseaux de neurones supervisés pour justement faire de la traduction. Et puis petit à petit, en fait, son outil, il le développe, il y a un deuxième ingénieur qui vient avec lui, troisième, machin, il commence à développer, et puis à un moment donné, il montre ce à quoi ils sont arrivés, tu vois, sur de la traduction. Ils l'ont montré au chef de l'équipe traduction, qui avait 150 ingénieurs, tu vois, qui travaillaient en permanence sur le truc. Et il leur a montré, et le gars, il était bluffé. Il a dit, ok, donc là, maintenant, on va changer. Ouais, c'est game changer. Et là, si tu regardes les trades aujourd'hui qui sont faites, elles sont faites grâce à l'intelligence artificielle, et elles sont extraordinaires, quoi. Ok, et tu as vu un petit peu en 2017 l'arrivée des Transformers qui ont maintenant, qui ont fait un petit peu que les chercheurs qui sont intéressés à de la prédictif, ils ont dit, là, il y a du quoi faire. Ouais. C'est OpenAI qui a dit, maintenant, on va faire quelque chose que les autres, ils n'ont pas pensé à le faire, c'est de rendre ça avec de l'expérience utilisateur et le mettre en main des utilisateurs. Ouais, après l'expérience utilisateur, elle est pas dingo non plus. Tu vois, tu es en train de chatter avec le truc. Ils ont pensé à ça, en fait. Ouais, ils ont pensé à ça, exact. C'est ça, et alors que les autres, effectivement, Google, il l'avait, Facebook l'avait vraisemblablement aussi, tu vois, et ils l'ont sorti assez rapidement après, parce que... Mais ouais, donc ça, tu vois, le truc, il est arrivé, ça a été juste, waouh, ok, on est capable de faire ça, et on arrive maintenant à avoir des IA qui communiquent avec nous de la même manière que le ferait un humain, tu vois. Tu as des gens qui ont des potes IA, tu vois. Tu vois, ça devient dingo, quoi. Effectivement. Mais ce que je veux dire, moi, ce que je trouve intéressant, ok, donc on fait de l'IA prédictive, on fait de l'IA, tu vois, on va dire texte en quelque sorte, mais ce qui va être intéressant, enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est non visible. Ça va être, tu vois, des IA qui vont se baser sur des données qui sont autres, par exemple des données financières, par exemple des données de machines, etc. Ou des données de santé, peut-être, et qui vont permettre de créer, tu vois, des nouveaux, si je prends données de santé par exemple, ou des molécules ou des trucs comme ça, qui vont permettre de créer peut-être des nouveaux médocs, des nouveaux médicaments, des nouveaux traitements, c'est ça qui ça va accélérer beaucoup c'est juste dingo, ouais. Et du coup là, c'est ta vision en 2030, c'est quoi? Tout est assisté par IA. Comment tu le vois? Comment tu vois les choses? Ouais, alors je suis pas très bon en fait, je pense en prédiction comme ça. Je suis pas super, mais ouais, je pense qu'à un moment donné, tu vas dire, enfin tu vois, il y a Amazon qui vient juste de créer un système où tu dis, tiens, en fait, je veux acheter ça de telle marque, et tu as un agent qui part et qui va aller acheter le truc, même pas chez Amazon en fait. Ouais, tu vois, il va juste aller acheter le truc sur le site qui va bien, et puis il va s'occuper de tout, l'envoi, machin, etc. quoi. Ok, très bien. Donc ouais, je pense que les agents vont être assez Ça marche. On va arriver sur notre sur la fin, les quickfire. Je vais te poser quelques questions rapides. Essaye de me répondre en 2-3 mots. Pour toi, c'est bootstrapping ou levée de fonds? Moi, je suis plutôt bootstrapping, mais bon.
C'est quoi pour toi le KPI fétiche? Je pense que le NPS, honnêtement, c'est un très très bon KPI. Ok. C'est quoi le... Ah, tu l'as expliqué tout à l'heure en plus. Ouais, le NPS, le Net Promoter Score, Ok. ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est un frein valorisé. Bah écoute, là je t'avoue que je sais pas. Je pense qu'il y en a plein là en ce moment qui sont en train de se créer et j'ai pas de... T'en as pas un que tu utilises quotidien et que tu penses que tout le monde devrait l'utiliser? Non, je pense que je suis pas... Non, je suis pas un exemple là-dessus, je pense. Ok. Hein. Non, tu vois, je suis encore en train d'utiliser Balsamiq, tu vois, au lieu d'utiliser Figma, tu vois. Donc c'est pour te dire, tu vois. Ça marche. C'est quoi ta course de rêve? Ma course de rêve. Un lieu, une distance. Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'aime beaucoup en fait les courses. Il y a des courses dans le coin ici, mais tous ceux qui écoutent, il y a des courses à côté de chez soi qui sont juste extraordinaires pour plusieurs raisons. Un, parce que le cadre est vraiment magnifique. Tu vois, même, on est dans le nord, il y a vraiment des très belles choses en fait qu'on soupçonne pas. Donc ça déjà. Il y a des organisateurs, des organisations qui sont vraiment super bien faites, des gens, des bénévoles qui sont là pour t'encourager, pour te donner des ravitaillements, et il y a plein de choses qui sont juste autour de nous et c'est ça qu'il faut aller explorer vraiment. Okay. Ça marche. C'est quoi le hot take sur le no-code que tu entends souvent? Le quoi tu dis? Le préjugé que tu entends sur le no-code. Le préjugé sur le low-code, bah, c'est que ça ne scalera pas. Maintenant, je peux pas... Enfin, je pense que le low-code, il est là pour faire du... Enfin, c'est mon avis, d'autres ne seront pas d'accord, mais il est là pour faire du MVP. Et du MVP, mais ça peut être du MVF, tu vois, c'est des fonctionnalités. Tu n'es pas obligé de construire tout un produit en low-code, tu peux construire certaines fonctionnalités dans un produit qui existe. Quoi. La citation qui te booste le matin? Ou quelque chose, une pensée? Bah, pour moi, c'est done is better than perfect. Ah, c'est beau. Ouais, moi je préfère. J'ai jamais entendu celle-là. Non, c'est vrai. Pourtant, mais je la trouve. Elle est vraiment. Enfin, pour moi, je préfère qu'on fasse quelque chose que ça soit parfait. Il peut y avoir des erreurs. Tiens, on n'est pas en train de construire non plus une fusée, tu vois, qui va sur Mars. On n'est pas en train de construire un pont, tu vois, qui va. Tu vois, on peut faire des erreurs et améliorer par la suite. Ça marche. Un livre que tout entrepreneur devrait lire? Moi, il y en a un que j'ai vraiment aimé, c'est Crossing the Chasm. C'est de Geoffrey Moore, en fait, l'idée, c'est en fait, ça catégorise en fait tes clients. Et donc, au début, tu as des précurseurs avec qui tu vas pouvoir développer des choses, et c'est à eux qu'il faut que tu t'adresses pour construire ton produit. Et tu vas avoir et puis, tu vas avoir des visionnaires. Et puis, à un moment donné, en fait, il y a un gros gap pour arriver à la clientèle classique, en quelque sorte. Et ce qui est important, c'est que le produit, au début, tu vas le faire pour les gens qui sont visionnaires, etc. Mais, en fait, à un moment donné, il faut arrêter d'écouter les clients visionnaires, il faut arrêter d'écouter les clients précurseurs, il faut écouter en fait les clients qui, eux, font partie de la masse, parce que c'est ça qui va t'amener sur une utilisation massive. Ok, ça marche. Donc ça me ramène à la question, les 3 checkpoints que tu peux conseiller à quelqu'un qui lance un produit pour valider son marché. C'est quoi pour toi? Tout à l'heure, tu m'avais parlé du marketing viral. C'est un des checkpoints. Ça peut être ça. Je pense qu'il faut écouter. Faut écouter ce dont les gens ont besoin. Il faut prioriser aussi. Après, c'est important en fait. Le truc, tu pourras pas tout faire. Quand tu crées un produit, tu peux pas tout faire. Donc, il faut vraiment que tu priorises les choses qui sont essentielles pour que tu répondes aux besoins de quelqu'un. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc, en fait, faut vraiment essayer de faire le truc de bout en bout pour répondre à un besoin. Donc, en fait, d'une part, écouter. Bon, est-ce qu'il y a un problème auquel je dois répondre? C'est quoi le pain? Ensuite, prioriser pour savoir, qu'est-ce que je fais? Et puis, effectivement, après, c'est comme tu dis, c'est d'essayer
de rebondir, Ouais. tu vois, sur ce client-là, cet autre client, enfin voilà. C'est des choses assez bateaux en quelque sorte que je dis, mais je pense que... Il faut les rappeler en fait, il faut les garder en tête. Il faut les garder en tête. Hein. Tu es en train de construire quelque chose, pas pour toi, tu es en train de construire quelque chose pour les autres en fait. Ok, ça marche très bien. Et si tu devrais donner un conseil à toi d'il y a un an, c'était quoi Il y a un an Ouais. Il y a 2 ans. Ouais, il y a 20 ans. Non, je pense que... Non, en fait, si tu veux, je donnerais un conseil à tu vois, à ma première boîte, à moi dans ma première boîte. Okay. Et je lui dirais de prêter beaucoup plus attention à l'UX. Ok, vraiment. Okay, je pense que c'est ça. C'est important. Je pense que l'UX c'est important. Ouais. Ça fait la clé. C'est ça qui va attirer les gens. Ok. Et est-ce que toi, ça t'arrive d'avoir des moments de doute? Enfin, nous, quand on est dans l'entrepreneuriat, on en a tout le temps. Tout le temps. Moi, c'est ce que je dis, c'est que je suis tout le temps en doute et ça m'arrive d'être confiant. Et du coup, c'est quoi ta routine? Qu'est-ce que tu fais pour garder un petit peu le cap? Se réveiller tous les matins, aller attaquer. Là, parce que tu es sur des sujets qui sont passionnants. Ouais. Mais dans ce moment-là où tu te dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis vraiment sur la bonne direction? C'est quoi qui te fait, remonter cette motivation et être confiant en toi en fait? Bah, alors déjà, pas être tout seul, ça c'est important, sinon tu tournes en rond, et ça c'est pas une bonne chose, donc pas être tout seul, donc là j'ai de la chance, j'ai des associés, mais sinon ça peut être, tu vois, être dans des clubs d'entrepreneurs. Moi j'ai parlé. Ouais, moi j'étais au centre des jeunes dirigeants, le CJD, mais il y en a d'autres, hein. Il y a le réseau Entreprendre, il y a Au Défi ici dans le Nord. On en parle souvent. Ouais, voilà, il y a plein de choses où justement c'est intéressant juste de confronter. Il n'y a personne qui est là pour te juger. Tu es avec d'autres entrepreneurs, d'autres gens qui ont créé leur boîte. Hein. Et voilà, puis tu discutes et c'est important de discuter. Ça marche. Ça, c'est important. Très bien. Et du coup, les gens qui veulent te suivre, on redirige où les gens qui veulent peut-être participer à la levée de fonds? Ouais, et ben écoute, donc je suis sur LinkedIn, hein. Comme ça tout le monde, j'ai envie de dire. Mais je mettrai le lien en description. Ouais, ça marche. Après, moi, je publie pas, je suis pas le gars qui publie le plus, hein, mais en tout cas, le site, c'est celui qui organise cette levée de fonds, c'est Baltis, hein, baltis.com ou .fr, pardon. Donc on mettra le lien. Et voilà. Et comme je disais, c'est des tickets finalement assez pas si énormes que ça. Donc c'est accessible. C'est vrai. Pour ceux qui adorent la course, là ça parle quoi. Enfin, ouais, puis je pense que c'est... Mais il n'y a pas que des gens qui adorent la course, hein. Il y a des gens, moi j'ai entendu parler de gens qui courent pas, mais par contre qui voient l'engouement qu'il y a dans la société aujourd'hui. Et c'est juste dingue quoi. Ouais, c'est ce que je te disais, moi j'y crois à fond, donc je vais prendre un ticket, moi c'est sûr. C'est ça, c'est bon, c'est bon, parfait. Il y a l'occasion, pourquoi pas. C'est l'occasion, c'est l'occasion. Et puis tu vois, je pense qu'on a des bonnes valeurs. Okay. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une équipe, on est une équipe expérimentée. Tu vois, on n'est pas là, alors on continue à faire des erreurs, évidemment, mais on essaie d'en faire un peu moins qu'avant, quoi. Moi, j'ai un avantage, c'est que je te connais. Ouais, c'est vrai. Je connais la personne derrière, donc je suis plus confiant que... Ouais, mais ça pourrait faire peur, tu vois. Je me suis dit, avec IFX, moi, je pense, surtout il a un truc, ça, c'est pas mal. Très bien, en tout cas, merci. Merci à pour toi, ce podcast, vraiment pour ton partage transparent. Enfin, on a appris pas mal de choses. Et ce que je dis à tous les invités, c'est est-ce que vous avez envie de se revoir dans 6 mois? Parler un petit peu de comment ça a évolué de votre côté. Est-ce que vous avez mis en place des process pour accélérer? Vous avez mis l'IA du no-code en place aussi pour aller chercher d'autres choses que vous ne pouvez pas faire sans IA en fait. Ouais, carrément. Vraiment avec plaisir. Okay. Avec plaisir. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses encore qui seront passées dans 6 mois, même si 6 mois, finalement, ça passe extrêmement vite. Rapide. Quoi. Ouais, ça va. Merci. Merci Abder.